comment ça se passe ailleurs. Peut-être, c'est vrai, les défis sont pas les mêmes, mais en même temps, il y a beaucoup de ressemblances et donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment présenter ça. Et puis pour la discussion un peu, je l'ai, un peu rangé de manière à faire, quelques petites, bon, les présentations, des petites thématiques en général, mais quand même aussi, je vais peut-être, aussi laisser Simon te présenter aussi encore plus l'alliance parce qu'il il il connaît mieux que moi ce réseau. Donc je dirais comme ça, il va t'expliquer de plus en profondeur, puis on va se lancer là-dedans. Simon, à toi. Oui. L'Alliance des radios communautaires du Canada, c'est une association qui est née, en fait, un regroupement de radios qui est né en 1991. Donc, ça a plus d'une trentaine d'années maintenant. On file vers la 35e année. Et de fait, les radios communautaires francophones en situation minoritaire, c'est-à-dire hors du Québec, sont plus vieilles que l'organisation elle-même, c'est-à-dire que les premières ont vu le jour en 1988. Et jusque-là, c'était la Fédération de la jeunesse canadienne-française qui chapeautait, si on veut, ce dossier-là ou qui coordonnait, si on veut, la mise en œuvre ou l'implantation des radios communautaires en situation de minorité linguistique au Canada en français. Et puis, à un moment donné, ben, il commençait à y avoir quand même pas mal de radios et tant et si bien qu'il y en a qui se sont dit, ben, pourquoi on ne prendrait pas notre destin entre nos mains, si on veut, en se regroupant dans une alliance. C'est important de noter que ce n'est pas une association, c'est vraiment une alliance, c'est-à-dire que on partage, si on veut, des ressources ensemble. On travaille, on fait front commun sur certains dossiers de représentation politique, à titre d'exemple, auprès des gouvernements, des bailleurs de fonds et des choses comme celle-là. Mais ce n'est pas une association au sens proprement parlé où on l'entendrait là, dans le mouvement associatif comme tel. Ça laisse donc la place à quatre associations provinciales et territoriales auxquelles appartiennent nos radios communautaires qui sont membres de l'Alliance nationale. Alors, il y a quatre groupes qui sont situés dans les provinces de l'Atlantique, au Nouveau-Brunswick, où là, il y a une dizaine de radios, dans la province de l'Ontario et dans l'Ouest et les territoires. Donc, ces quatre entités régionales et provinciales-là, chacun a leur dossier qui leur sont propres, leur réalité provinciale et territoriale, si on veut, leur réalité linguistique. Comme par exemple au Nouveau-Brunswick et en Atlantique, c'est beaucoup l'Acadie, la réalité acadienne. Dans l'Ouest, ben, c'est une autre réalité, les défis migratoires, par exemple, et tout ça, la reconnaissance du français. Et puis, l'association, donc, a grandi comme ça au fur et à mesure, tant et si bien que maintenant, on a 27 organisations au sein de notre mouvement, mais qui sont titulaires de 28 licences. Il y a une des organisations Radio Beau Séjour au Nouveau-Brunswick qui est titulaire de deux licences. Eux, ils ont deux licences de radio communautaire. Et puis, cette association-là, j'ai trouvé drôle tantôt, Damien. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Oui. J'ai trouvé ça bien tantôt, Damien, quand tu as parlé justement de cette association, cette alliance-là que vous aviez des radios de la Bretagne qui faisaient la diffusion, qui reprenaient certaines programmations pour en faire une diffusion en DAB. euh, Parce que c'est un peu un concept que nous, ici, on a à l'Alliance des radios communautaires du Canada, mais de façon un peu distincte, un peu différente, avec un partage de fichiers sonores dans un serveur où les radios collaborent les unes avec les autres en rendant disponibles des contenus sonores que tout un chacun peut prendre pour diffuser sur leur propre antenne. Euh, Ceci dit, on a déjà eu, nous autres, un réseau national qui s'appelait le Réseau francophone d'Amérique, au tournant des années 2000 à peu près, qui diffusait 24/7 sur satellite. Par le satellite, les radios pouvaient reprendre à leur antenne certains pans de programmation. Il y avait des bulletins de nouvelles, par exemple. Il y avait des émissions qui étaient partagées. Encore, le concept était un peu celui-là, c'est-à-dire qu'elles partageaient leurs émissions qu'elles rendaient disponibles sur le réseau francophone d'Amérique et c'était diffusé par satellite. Bon, maintenant, quand l'Internet, ça c'était au tout début des années 2000 ou à peu près, l'Internet s'est évidemment amélioré beaucoup, les débits ont augmenté et tout ça, avec l'arrivée de la fibre optique et tout, ben, opérer un satellite à 10 000 par mois,
c'est des coûts prohibitifs. J'ai pas besoin de faire la conversion en euros pour comprendre que 10 000 c'est quand même pas mal d'argent par mois pour opérer un réseau satellite. Alors, on a décidé de libérer ou de rendre la licence de réseau et puis de se tourner vers le web pour une distribution décentralisée de nos fichiers sonores. Donc, c'est un peu le fonctionnement, la mise en partage, la mise en commun de nos fichiers sonores. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais dire de l'Alliance des radios communautaires du Canada? Ben, on a tout un panier de services, puis je vais être là là-dessus, qu'on offre à nos membres, dans de l'accompagnement, par exemple, pour le lancement de leur radio jusqu'aux opérations. On fait de la formation, on leur donne des conseils, on fait de la représentation, des choses comme cela. Bref, comme n'importe quelle grande alliance là, qui offre un panier de services à des membres qui sont des adhérents. Alors, ça résume, c'est à peu près ça. Merci beaucoup, Simon. Puis si tu veux rebondir, Damien, de ton côté, Non, bah, je vois de l'ADN commun, en tout cas, c'est sûr. J'ai envie de parler du projet régional, du coup, pour mettre un peu les structures en face. C'est vrai que concernant l'accord Lab, nous, c'est un réseau qui est. Donc, il y a 21 radios. Et avec ce réseau-là, on coproduit. Nous, l'activité commune, c'est la coproduction de séries. On a pu, je vais prendre des exemples, on a fait une série en 20 épisodes sur les cafés-concerts en Bretagne. Donc, chaque radio locale faisait, à chaque fois, on trouve des financements, quelque chose qui s'appelait Biodiversité en air sur la biodiversité. Mais à chaque fois, avec un angle, on profite de nos aspects locaux pour réaliser des sujets sur nos territoires. Et tout ça, on le remonte à travers une collection de programmes. Donc, qui, la même thématique, on l'a fait sur le littoral, dernièrement sur les violences sexistes et sexuelles dans le domaine de la culture, enfin, sur la prévention. Voilà, il y a eu plein de rivières donc sur les rivières de Bretagne. Donc en fait, on partage des collections comme ça qu'on coproduit et qu'on codiffuse sur nos antennes. Donc ça va au-delà de l'échange de programmes. Et puis après, de façon un peu interpersonnelle entre radios, ça arrive qu'on ait des émissions qui séduisent une autre station qui la prend pour son antenne. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie collaborative antenne. Et puis donc il y a eu cette radio en DAB qui s'appelle donc Radio Boa, donc pour Bretagne en air, Braise en air et Bertaigne en air. Et une radio qui est trilingue, puisqu'en Bretagne on a le français, et puis on a aussi le breton et la langue galaise qui est là. Voilà, donc il y a avec cette ambition de mettre des programmes en 3 langues et de faire remonter. Alors avec cette station, c'est pas facile de expliquer à chaque fois, mais cette station, elle produit ses propres contenus pour 4 heures de ses programmes, mais le reste de ses programmes, ce sont les radios adhérentes qui font remonter chaque année 5 à 6 programmes qui sont diffusés à l'échelle de la Bretagne en DAB. Sachant que le DAB en France n'est pas du tout aujourd'hui dans la même envergure qu'en Amérique du Nord, où c'est devenu une norme. J'imagine que ça a déjà bien pris. Nous, on est vraiment là sur... Non, c'est pas le cas. La radio numérique en Amérique du Nord, c'est plus, comment je dirais ça, c'est surtout la HD Radio qui a décollé, mais aux États-Unis particulièrement, au Canada, pas tellement. Et puis la DAB, on l'a déjà essayé, c'est ironiquement, on l'a essayé, ça a été essayé il y a plusieurs années, ça n'a pas vraiment décollé. Pour diverses raisons. On pourrait disserter là-dessus très, très longtemps, mais il faut dire aussi que le Canada, c'est un continent. Hein? Le Canada, c'est d'un océan du Pacifique à l'Atlantique, c'est quand même grand comme pays. Et probablement que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la radio FM, en tout cas pour l'heure, fait encore plutôt bien le travail là, à la place de disséminer, si on veut, des petits émetteurs en DAB là, qui permettraient de faire de la transmission numérique, mais qui n'auraient probablement pas la même couverture qu'on a avec la radio FM. Là. Et nous, aujourd'hui, en France, on parlait de déploiement. Les grandes métropoles ont déployé le DAB depuis 5-6 ans. Les constructeurs automobiles sont obligés d'équiper leurs voitures en DAB+, puisque plus de 20% de la population française était couverte par le DAB. Il
il y a l'axe en gros qui va de Lille, Paris, Lyon, Marseille, est équipé depuis longtemps. Et là, en fait, ils commencent à attaquer sur les régions. Et nous, normalement, Radio Balise, là, on devrait arriver sur un DAB local à partir de janvier, avec normalement un bouquet de 52 radios qui regroupera donc 13 locales, 13 régionales et 26 nationales qui passent. Ouais, quand Donc même. là, voilà, il y a eu avec aujourd'hui l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation des fréquences, a proposé un livre blanc qui propose une extinction de la FM à l'horizon 2033. Ok. Voilà, donc là, aujourd'hui, nous, on va arriver sur une double diffusion FM-DAB qui nous met un peu dans une délicatesse économique aussi, mais ouais, on va aller. Mais on y va malgré tout, parce que, notamment pour cette raison automobile, bah, le parc automobile neuf est équipé du DAB+ aujourd'hui. Ok. Est-ce que, si je peux me permettre une question, est-ce que l'arrivée du numérique dans la radiodiffusion, est-ce que c'est pas une arme à double tranchant en quelque sorte, dans le sens où le fait où on était à l'époque sur simplement la bande FM, ça permettait, oui, une certaine saturation, on va dire, de la bande FM, du spectre. Alors que là, ce qu'on constate avec l'arrivée du DAB, c'est que ça va permettre la diffusion de beaucoup, beaucoup plus de radios, l'accès à. C'est intéressant, je veux dire, pour le consommateur d'avoir accès à un bouquet, à une offre de radio aussi étoffée, là, comme tu viens de dire, quand même, c'est quand même pas négligeable, là, le nombre de stations auxquelles les consommateurs vont avoir accès, mais en même temps, je me demande si pour la découvrabilité de certains contenus, ça ne rendra pas un peu la tâche plus difficile compte tenu du fait qu'il va y avoir une offre qui va être quand même très, très étendue. Et moi, j'ai peut-être peur un petit peu qu'à travers tout ça, il y ait une perte d'intérêt pour certains contenus, certaines stations qui seront peut-être un peu noyées, si on peut dire, dans la masse. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là, si on veut? Bah, bien, en quelque sorte. Après, nous, sur ce qu'on voit ici en région, on arrive sur un nombre de radios légèrement supérieur à celui qui existait. Aujourd'hui, sur la bande FM à Lorient, on capte entre 35 et 40 radios. Ça dépend un peu, voilà, de l'équipement et tout ça, mais ça, c'est vrai que ça va étoffer légèrement au-dessus. Nous, ce dont on voulait se garantir avec l'accord Lab, c'était de réserver des places. Le paysage médiatique, le paysage radiophonique reste pluriel, donc avec des commerciales locales, des commerciales nationales, des radios du service public, et que les associations soient également présentes. On compte à peu près, là, nous, sur Lorient, on sera 4 radios associatives sur le secteur. Et nous, ce qui nous rapport à l'IP, par rapport à l'IP, à l'écoute en ligne, c'est aussi faire affirmer à l'ARCOM et que ce CSA en France, c'est de redire que il y a quand même un organisme qui attribue les fréquences, qui vérifie les projets éditoriaux et qui garantit la gratuité. On ne paye pas. Bon, aujourd'hui, tout le monde a un abonnement Internet, mais ça reste gratuit d'écouter la radio. Et surtout, c'est anonyme. Et c'est des valeurs qu'on a beaucoup défendues auprès de l'ARCOM, c'est de garantir l'anonymat, qui n'est pas du tout garanti avec l'écoute IP. Et la gratuité, puisqu'en fait, on peut écouter la radio sans avoir à payer un abonnement. Ouais. Sans pense, même si pour avoir de l'électricité ou des piles. Et ça reste gratuit. Et voilà, on est assez attaché quand même au fait qu'il y ait une autorité de régulation qui garantisse que ce ne soit pas saturé, même si c'est vrai qu'avec le DAB, là, de montant. Et voilà, on est assez séduit par la qualité sonore qu'il y a au bout aussi. Oui, c'est sûr. Mais c'est Yes. Continue. Et ce qui nous met dans l'inconfort, surtout, c'est de devoir assurer et la diffusion FM, et la diffusion DAB, et la diffusion Internet, qui est importante, avec un site à mettre à jour, à payer, etc. Donc Quand même. on est en triple diffusion, en fait. Et manifestement pour plusieurs années, parce que ça va durer jusqu'en 2033 avant que les émetteurs FM s'éteignent. Ça impose des charges financières.
avec un engagement de l'Arcom ici qui dit que chaque radio qui abandonnera sa fréquence FM, la fréquence FM ne sera pas remise en jeu avec des appels à fréquence. Ça garantit que si on laisse sa fréquence FM parce qu'on ne veut plus n'émettre que sur le DAB+, il n'y a pas un concurrent qui va arriver pour prendre la place. C'est une politique un peu encourageante. Est-ce que vous avez, vous autres, commencé à réfléchir au moment, ou allez-vous attendre à la dernière minute en clair pour éteindre l'émetteur FM ou si vous avez un horizon dans votre tête? L'horizon qu'on a en tête, c'est que on est au début du déploiement national. La Bretagne va être partiellement bien couverte par le DAB. Nous, on a besoin de vérifier de quelle façon les auditeurs vont être présents. On a besoin aussi de voir quels sont les retours. Donc, il faut faire les tests. Les encouragements qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a la publicité qui se met en place, là, c'est très récent, sur les chaînes nationales, de télévision, de radio, des grandes radios nationales, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Donc, il y a une sorte d'encouragement, en tout cas. Et après, le gros défi, c'est que les auditeurs, auditrices s'équipent d'un récepteur DAB. C'est ça. En fait, la grande question, moi, j'ai pas trop de doutes sur l'écoute en voiture. C'est quand même une écoute très forte, quoi. On a beaucoup de retours d'auditeurs qui sont en train de vieillir. La grande difficulté, c'est quelle sera l'écoute dans les cuisines, dans les garages, dans les voilà, est-ce que les gens vont se rééquiper pour continuer d'avoir un poste quand ils bricolent, quand ils sont dans leur chambre, quand ils se réveillent, elle est surtout là, en fait, là, dans les usages, la question, est-ce qu'ils vont pas tout simplement aller sur l'IP pour écouter leur programme? C'est déjà plutôt le cas. Donc, nous, je pense qu'on n'ira pas jusqu'en 2033. Ça, c'est ce qu'on se dit les uns les autres, qu'à un moment, il faudra faire un choix. Mais là, on est dans une zone grise où il vaut mieux attendre de voir comment ça prend avant de prendre des décisions. Ouais. Puis voir. Donc, ce que j'entends, ça va être un peu dicté par l'écoute, l'auditoire qui va un peu dicter si c'est le temps ou pas, là. Ouais. Et puis nous, dans notre stratégie, on a sur l'année qui vient, le début ou le démarrage, etc., une année où il faut qu'on soit enthousiaste et qu'on communique auprès de nos auditeurs qui peuvent nous écouter en HD sur le DAB. Qui s'équipent, nous, on va essayer de voir quelles solutions on peut mettre en place pour avoir des constructeurs qui peuvent peut-être faire des petits prix, des choses comme ça sur l'équipement. Et puis, il y a quelque chose qui, voilà, nous, on est toujours avec cette fédération, là, la Corlab, un projet avec s'appelle Onde Durable, dans lequel on regarde un peu l'empreinte carbone des différentes façons d'émettre, donc FM, DAB et web. Et bon, le DAB semble, c'est quand même en France, la norme, c'est pour un multiplex, pour une fréquence, donc un multiplex, il y a 13 radios dessus. Ce qui divise par 13 aussi les consommations électriques. Il y a des petits... On a tout un argumentaire qu'on essaie de déployer pour dire qu'il y a quelque chose de vertueux et dans la qualité d'écoute et dans la transition écologique. Voilà. Donc voilà. Mais nous, aujourd'hui, c'est quelque chose d'expérimental sur lequel on ne sait pas où on va exactement, mais comme en fait beaucoup de radios ici en France. Là, la dernière nouvelle, c'est Radio France. Mais une fréquence qui s'appelait le Move, qui est une fréquence plutôt jeune. Et eux, ils ont fait le choix d'arrêter d'émettre le Move en FM pour émettre uniquement en DAB. Uniquement pour cette fréquence, après, bon, c'est DAB et les fréquences. Reste encore. Et ce sera aussi le cas, je crois, pour France Musique dans quelques années. Donc, c'est eux les locomotives, hein. C'est eux qui vont dicter la transition, les choix d'écoute aussi, et puis ils ont avec eux des millions d'auditeurs, donc c'est eux qui vont créer Exactement. Peut-être même les habitudes aussi des auditeurs, ça va s'ancrer petit à petit, mais quand même, c'est une grande transition, j'imagine aussi. Donc, c'est pas de le faire d'un coup.
OK, ça, c'est vraiment bon. Mais bon, on espère que ça se passera bien. Mais, Là, on est obligé aussi d'embarquer, parfois, mmh, OK, le changement inévitable, comme on dit. voilà, donc ça, c'est pour nos actualités techniques. OK, super. Ben, moi, on a parlé quand même du fonctionnement de ta radio, par exemple, parce que c'était ça, je l'ai mis communautaire associative. Puis aussi, je pense que vous dites de proximité, radio libre, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. Puis nous, c'est plus des radios communautaires qui sont juste pour cette communauté-là. Mais c'était plus pour savoir comment ça se passe côté comme gestion. Vu que c'est une radio associative, elle se passe beaucoup sur les bénévoles. Comment se fait la programmation à ce niveau-là? Est-ce que il y a beaucoup de choses qui se font par la communauté, beaucoup ou moins? Ça dépend des saisons peut-être aussi. Et comment ça se fait, tout ça, puis la formation aussi, surtout de ces bénévoles. J'imagine que tout ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, c'est plus ça qu'on voulait savoir. Et Donc, nous, le contexte, c'est qu'on a des radios sans pub aussi. Pour parler de la partie administrative, en fait, on peut en faire, mais on a des radios qui fonctionnent sans pub et qui reposent sur un fonds de soutien un peu historique et dirigé par le ministère de la Culture, qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, et qui en fait, est un ancien deal hérité des années 80, dans lequel les radios commerciales qui diffusaient de la pub payaient une taxe qui était ensuite redistribuée aux radios associatives qui s'engageaient elles, à diffuser. Aujourd'hui, c'est plus une taxe orientée, c'est un fonds de soutien qui est dans le budget du ministère de la Culture et qui représente en gros, pour nos radios, un bon tiers de nos financements euh, sur la partie vraiment économique. Ça, et puis ensuite, on a des financeurs qui sont plutôt des collectivités locales, donc nous, la région Bretagne et, euh, et la collectivité, la communauté d'agglomération de Lorient, ça s'appelle. OK. Et un de nos angles éditoriaux, c'est de développer de l'éducation aux médias. Donc, en fait, qu'on appelle, nous, tout simplement des ateliers radio. Donc, nous, on a un salarié sur 4 salariés, on a un salarié, 5, qui travaille sur l'animation, la conception et puis l'animation et la conception d'ateliers radiophoniques qui sont à la fois orientés vers les publics scolaires et des publics spécialisés. On travaille beaucoup avec des structures de l'éducation nationale et des structures de l'action sociale. Donc, dans lequel, là, on a une émission qui s'appelle Premier pas radiophonique et il y a une bonne moitié des radios ont développé aussi cette activité-là. Et cette activité-là, elle représente à peu près un- je dirais, pour être très grosso modo, un tiers aussi de notre activité économique. Et là, donc, ce sont nos fonds propres. Euh, voilà, les budgets d'une radio associative en Bretagne, elles oscillent entre 100 et 200 000 euros par an à peu près. Ensuite, sur le fonctionnement vraiment de comment on fonctionne, donc le cadre Radio Balise est un peu, peut l'étendre à pas mal de radios ici. Donc moi, je suis plutôt en charge de la partie coordination, administration, formation des bénévoles. Et puis on a un angle assez particulier, c'est qu'on aime bien faire de la radio à l'extérieur, faire des radios de la radio lors d'événements. Voilà, je suis un peu sur cette partie-là. Donc j'ai une collègue qui est un peu sur la partie animation d'atelier et une autre partie sur des, des réalisations de reportages, plutôt en partenariat aussi avec des structures. Une salariée qui est également quasiment 100% sur juste la partie éducation aux médias. Et mon autre collègue, Emmanuel, qui lui a une moitié de son temps de travail sur l'animation même, et la partie technique, programmation. Et donc derrière, pour tout ce qui concerne les bénévoles, 90% d'entre eux sont à la radio pour animer et réaliser des émissions. Euh, pour la plupart sont musicales. Sur la grille des programmes, on a à peu près entre 30 et 40 programmes par semaine.
je dirais qu'il y en a 20 musicales. Et puis, il y a beaucoup de bimensuels, en fait, qui sont plutôt des talks et qui vont parler principalement, comme tu le disais tout à l'heure, de proximité, enfin, de la radio locale, et qui sont sur des angles qui sont autour de la solidarité, de la culture, de la protection de l'environnement. Qu'est-ce qu'on a d'autres? Il y a une émission qui est autour des luttes féministes et voilà, vraiment, c'est ça un peu les grands angles de la radio. Et c'est vrai que notre angle éditorial, c'est que la radio, elle ressemble surtout à ceux qui s'engagent euh, au sein de la radio. Donc, nous, ok, ouais, euh, psycho, sur la formation, on assume aussi les premiers pas. Donc, on a des gens on est un petit peu reconnu pour ça aussi, pour avoir ces espaces de parole qui sont pas forcément très formatés, professionnels, etc., mais qui sont, qui, pas après pas, en fait, deviennent de mieux en mieux maîtrisés. Donc, les émissions les accompagnent au début, et là, par contre, on- on- chaque émission, l'objectif, c'est qu'elle soit autonome dans la réalisation technique de leurs émissions et dans l'animation. Donc, ça veut dire, pour certains, un peu éloigné du numérique, et là, de trouver un copain pour faire la technique. Voilà. Et une autre part, en fait, je parlais donc de ce bénévolat qui est quand même très orienté sur la production. Une autre partie du bénévolat est orientée sur sur la gouvernance de la radio, donc au sein du conseil d'administration. Et notamment sur l'aspect associatif, parce qu'on insiste beaucoup on est une radio, on est aussi une association. Et donc sur le lien qu'on peut créer entre les adhérents, sur les fêtes qu'on peut organiser, même très humbles, euh, et pour qu'il y ait un petit peu de rencontre et que les gens puissent justement se sentir appartenir aussi à une communauté radiophonique locale. Voilà un peu pour vous faire Oui, oui, c'est grand. Un bon résumé, tout ça. le Exact. destin de la radio. Ok, ben, merci beaucoup. Puis de notre côté, nous, mon radio, c'est un peu la même chose, on va dire. Il y en a qui sont, la plupart, c'est des radios communautaires. Ils sont liés à des associations francophones. Et puis, c'est la même un peu structure. C'est vrai que les budgets aussi, c'est comme les financements. Ils ont là un financement national comme fédéral. Ils ont aussi des financements qui proviennent de la province où ils sont. Mais aussi, il y en a beaucoup qui vendent de la pub aussi, qui font beaucoup ça. Donc, ça fait partie aussi de toute une structure. Mais en même temps, c'est très attaché et ancré dans la communauté. Comme ça, il y a de la promotion même des locaux. Donc, c'est pour ça que c'est un peu très, très important pour la radio de rester tout le temps à l'affût et être tout le temps au cœur de sa communauté. C'est dur parfois parce que les moyens sont peu, comme tu le vois. Vous faites beaucoup de choses. La même personne qui a la gestion, elle sort, elle fait des émissions. Mais en même temps, comment dire, c'est une tradition pour garder en vie ces radios-là parce que c'est un peu l'expression de la communauté. Donc, c'est un peu plus là, le fonctionnement de la radio communautaire. Et si j'ai bien dit ça, Simon, est-ce que tu as aussi un onglet à ajouter ou... Ben, à ajouter un angle dans le sens où nos radios ne disposent pas de fonds de soutien comme les vôtres du côté de la France, à titre d'exemple. Il n'y a pas, à part une poignée d'entre elles, on n'a pas de nos radios qui ont un fonctionnement de base du gouvernement. Le gouvernement, les contributions gouvernementales sont, pour la plupart, elles y ont droit, mais ça va passer plus souvent qu'autrement à travers des aides ponctuelles et ne sont pas récurrentes nécessairement. Donc, par exemple, des programmes de stage, des projets qui sont chapeautés par des initiatives comme un fonds d'appui stratégique aux médias communautaires, comme par exemple le fonds communautaire, le Fonds canadien de la radio communautaire, des choses comme celle-là, mais il n'y a pas à proprement parler un budget sur lequel elles sont assises de façon récurrente. Elles disent, par exemple, il y a un 40 ou un 50 000 qui va rentrer à chaque année. Il complexifie un peu, si on veut, la façon dont on organise le budget quand on n'est pas capable de tabler déjà en partant au début de l'année avec un montant prédéterminé. Ça rend les opérations, on ne se le cachera pas, un peu difficile. Et
L'autre particularité que moi j'ai constatée au fil des 18 années depuis lesquelles je suis dans l'organisation, c'est qu'on a au sein du mouvement deux réalités distinctes, c'est-à-dire qu'il y a des radios qui sont doublement minoritaires, c'est-à-dire qu'elles sont minoritaires dans la province et dans leur pays, mais pas forcément dans leur région, où il y a une composante, par exemple, où il y a on va dire, une homogénéité, si je peux me permettre l'expression, d'à peu près, on va dire 80 de francophones dans la collectivité. Donc, la radio communautaire qui est installée là vit dans un terreau ou dans un milieu qui est beaucoup plus favorable à son épanouissement que certaines de nos autres radios qui, elles, sont dans une situation triplement minoritaire. C'est-à-dire qu'elles sont minoritaires linguistiques dans leur milieu où elles sont installées, qui est à majorité anglophone. Dans leur province, qui est de l'autre palier de gouvernement, elles sont encore minoritaires, évidemment. Et au national, elles le sont encore. Donc, elles ont trois couches de minorités linguistiques qui s'ajoutent sur leurs épaules, tandis que dans certains milieux, comme par exemple en Ontario, plus tôt, ou encore au Nouveau-Brunswick, c'est un peu différent. Elles ont deux couches de minorités linguistiques dans le national, dans le provincial, mais la réalité au local, c'est que le gouvernement local, le municipal, si on veut, est plus, comment je dirais ça, plus sensible, si on veut, à son média de communauté linguistique minoritaire, dans la mesure où, quand 80 ou 90 de la population de la place parle la même langue, ben, c'est plus facile pour la publicité, c'est plus facile pour les activités de levée de fonds et tout ça. Donc, c'est un peu les deux différences qu'on a au sein de notre milieu. Et puis, curieusement, c'est pas parce qu'elles sont situées dans des gros centres urbains, comme par exemple Toronto, Edmonton, Halifax ou des coins comme ceux-là, qu'elles vont mieux s'en tirer que dans des petites communautés d'à peine 10 ou 15 000 de population. Et justement, parce que le terreau, le milieu linguistique dans lequel elles évoluent, ben, cette réalité-là, c'est ces trois couches-là de minorités linguistiques qui s'ajoutent sur leurs épaules. Donc, ça, c'est peut-être une des particularités qu'on pourrait tracer ou qu'on pourrait dresser de nos radios. Puis par la force des choses, bien souvent parce que c'est le seul média ou à peu près le seul média francophone qu'il y a dans la place, ben elles deviennent par la force des choses le média de premier service, si on veut, le média de proximité, où les gens vont s'informer de météo, d'état, de conditions routières, des activités communautaires, les choses comme celle-là. Au même chef ou au même titre que des radios dans la majorité francophone québécoise, par exemple, dans les petites localités, là, si on veut. Là. Exactement. Vous avez des radios qui sont bilingues ou multilingues Euh, on a des radios qui. Les conditions de licence du CRTC, le CRTC, c'est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui est un peu l'équivalent des organismes de régulation en France, par exemple, ou encore aux États-Unis, la FCC. Eux donnent aux radios communautaires francophones le droit de jouer une certaine portion de la programmation en langue tierce. Vous m'excuserez, ma mémoire me fait défaut sur le pourcentage exact parce que ce n'est pas quelque chose auquel elles ont recours fréquemment, mais il y a quelques-unes de nos radios qui vont jouer, par exemple, des émissions en langue autochtone ou en langue. On a une radio, par exemple, à Edmonton, en Alberta, qui diffuse des émissions en hindi, en Punjabi, je pense, le soir de semaine. À Iqaluit, au Nunavut, je pense que la Radio Iqaluit là-bas diffuse un peu de contenu en Innu, qui est la langue parlée des gens des Premières Nations là-bas. Mais sinon, la majorité de la programmation est en langue française, là, dans la grande majorité des cas. Mais nos membres, à nous autres, en tout cas, c'est le premier critère pour adhérer à l'Alliance des radios communautaires du Canada, c'est d'être une radio francophone, à la base. Exact. Ils ont un quota à respecter aussi, même dans la diffusion de la programmation musicale, par exemple. Ils ont aussi un quota à respecter du contenu canadien, francophone. Donc ça, c'est dans les bases de la radio communautaire francophone. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que vraiment, c'est un peu leur mission, quelque part, de garder ça. C'est très dur aussi, mais aussi, ils sont là pour garder la langue toujours vivante parce que sinon, c'est les seuls, parfois, c'est ça. Il n'y a pas une autre radio qui peut faire ça. Dans ce On a ce mouvement-là aussi. Donc, sur la programmation musicale, on crois que c'est 40% de notre programmation doit être en langue pas francophone, mais en langue
soit les langues qui sont pratiquées en France, donc le breton, l'occitan, le basque, soit voilà, le cajun, ça passe, il y a le Québec, alors on dit pas le québécois, mais le français du Canada. Oui. On en profite, du coup, on a un petit peu de programmation comme ça, notamment sur le hip-hop canadien chanté en français. Donc, voilà, là-dessus, on a une petite contrainte. Et puis sur les programmes, on a des radios qui sont vraiment des radios militantes de la langue bretonne. Donc, on a 4 radios, Radio Broad-Jeunette, Carnet, Arborig, et qui, elles, ont des programmations, pour certaines à 100% en langue bretonne, et pour d'autres en 50%. Et c'est vraiment des médias de défense. C'est même la radio est un outil de combat, en fait, pour ces radios-là, pour la préservation de la langue bretonne. Et plus, parce que voilà, elle va très mal, en fait, la langue bretonne aujourd'hui. Très peu pratiquée. Mais là, ces médias qui la tiennent un peu en vie aussi. La radio est aussi un support. C'est C'est ça. Pour le maintien de la culture aussi, vraiment bretonne. Mais OK, ben ça, c'est très bien aussi. C'est un peu une réalité pour nos radios, à nous autres qui parlent la force des choses, même si elles sont assujetties à des contraintes ou des règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, deviennent un peu, par la force des choses, des presque outils de militantisme, comme on dit, pour justement faire valoir l'importance de la langue française dans un pays dont une des valeurs du Canada, c'est le bilinguisme. C'est le français et l'anglais, c'est les 2 langues officielles, c'est les 2 peuples fondateurs. Alors, par la force des choses, les radios communautaires francophones en situation minoritaire deviennent, dans une certaine mesure, justement, des outils de militantisme pour la préservation de la langue française dans le Canada. C'est exactement ça. C'est le cœur qui fait battre nos radios, puis elles continuent. Ça les rend pas moins professionnels dans le sens où elles respectent quand même les règles du jeu, là, si on veut, en matière de qualité du langage, les contenus qu'elles ont le droit de jouer et tout ça. Puis quand je parle de militantisme, c'est pas nécessairement d'avoir les affiches et tout ça, puis de scander des slogans, là, mais c'est ça, c'est un peu dans leur fibre ou dans leur ADN, si on veut.